Mes parents m'ont emmené dîner pour mon anniversaire. Nous donnons ton héritage à Chloé, a dit papa. Elle a des enfants et tu es seule. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai demandé, est-ce que grand-mère sait que tu l'as volé? La couleur a quitté son visage quand j'ai dit cela. Pour mon 34e anniversaire, mes parents ont annoncé qu'ils redirigeaient la totalité de mon héritage vers ma sœur parce qu'elle avait des enfants et moi non. Ils s'attendaient à ma soumission. Au lieu de cela, j'ai posé une question bien précise sur grand-mère, et au matin, un avocat avait détruit toutes leurs machinations. Je luttais contre une migraine depuis 3 jours. C'était ce genre de douleur lancinante et implacable qui se loge juste derrière les yeux, rendant le monde légèrement trop lumineux et trop net. C'était aussi mon 34e anniversaire. Dans des circonstances normales, j'aurais annulé le dîner. J'aurais tiré les rideaux occultants de mon appartement, commandé un simple bouillon et dormi jusqu'au coucher du soleil. Mais on n'annule pas un rendez-vous avec Thomas et Martha. On n'annule certainement pas quand ils ont insisté pour réserver une table au jardin, le bistrot français le plus prétentieux de la ville, spécifiquement pour célébrer cette étape de votre vie. Je suis arrivé 10 minutes en avance, avalant 2 analgésiques dans la voiture avant d'entrer. Le restaurant était bruyant, une cacophonie de couverts qui s'entrechoquent et de rires théâtraux qui tapaient sur mes nerfs. Quand mes parents sont arrivés, ils n'étaient pas seuls. Chloé était avec eux. Ma sœur, l'enfant prodige, la mère des petits-enfants, comme Martha aimait l'appeler avec un murmure respectueux. Chloé avait l'air agitée, les cheveux en un chignon désordonné, arborant une expression frénétique qui signalait généralement qu'elle avait besoin d'argent, d'une baby-sitter, ou des deux. « Joyeux anniversaire, chérie », a dit Martha en m'embrassant sur la joue. Son parfum était entêtant, une odeur florale qui a instantanément fait monter ma nausée. « Tu as l'air fatigué. Tu ne dors toujours pas? Tu devrais vraiment essayer cette tisane pour laquelle je t'ai envoyé des liens. »« Je vais bien, maman », ai-je menti en me glissant sur la banquette. Juste une longue semaine au travail. Les rapports de fin de trimestre. Le travail, le travail, le travail, a grommelé Thomas en s'asseyant et en ajustant sa cravate. Il ne m'a pas regardé. Il fixait le menu avec les sourcils froncés, mais ses yeux ne suivaient pas le texte. Il avait l'air nerveux. Thomas était un homme qui tirait une grande fierté du contrôle, d'être le patriarche qui prenait les décisions difficiles. Mais ce soir, il avait une pellicule de sueur sur la lèvre supérieure. « Tu te concentres trop sur ce travail, Jessica. Ce n'est pas sain. »« Cela paie l'hypothèque, » ai-je dit, essayant de garder un ton léger. Pour une maison vide, est intervenue Chloé. Elle a pris la carte des vins, la parcourant agressivement. « Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de 4 chambres, Jess. C'est juste du gaspillage. Les jumeaux partagent une chambre maintenant parce que l'extension est au point mort et tu as des chambres d'amis qui prennent la poussière. » J'ai pris une gorgée d'eau, la glace tintant contre le verre. « Nous n'allons pas faire cela ce soir, Chloé. C'est mon anniversaire. »« Exactement, » a dit Thomas. Il a fermé son menu avec un claquement sec. Il a posé ses mains à plat sur la table. « C'est en fait ce dont nous devons discuter. Nous avons ton cadeau. » Eh bien, ce n'est pas exactement un cadeau. C'est une décision familiale. Le serveur est apparu, souriant de manière professionnelle, prêt à prendre les commandes de boissons. Thomas l'a renvoyé d'un geste grossier de la main. « Donnez-nous 5 minutes. » Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. J'ai regardé Martha, qui arrangeait studieusement sa serviette, puis Chloé, qui souriait légèrement en coin, puis Thomas, qui avait l'air de se préparer au combat. « Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi, » a commencé Thomas, sa voix tombant dans ce ton sérieux de salle de conférence qu'il utilisait quand j'étais adolescente. Mon estomac s'est noué. Grand-mère était décédée il y a 6 mois. La blessure était encore fraîche pour moi, bien que le reste d'entre eux semblait être passé à autre chose dès que la cérémonie funéraire s'était terminée. Son testament devait être exécuté la semaine prochaine. « Qu'en est-il » ai-je demandé. Eh bien, Thomas s'est raclé la gorge. C'est une somme substantielle, plus que ce que nous avions anticipé, et nous devons considérer les besoins de toute la famille. L'équité n'est pas toujours l'égalité, Jessica. Je savais exactement où cela menait. Je pouvais le sentir dans mes os, une terreur froide se répandant dans ma poitrine. Chloé a des difficultés, a interrompu Martha, tendant la main pour toucher la mienne. Sa paume était moite.
Avec 3 petits et les réparations de la maison et les heures de son mari qui ont été réduites, elle se noie, Jessica. Tu le sais. Et toi, Thomas a pointé un doigt vers moi. Tu vas bien. Tu as un poste de direction. Tu n'as personne à charge. Tu as un surplus de revenus chaque mois. Tu n'as pas besoin d'une aubaine. Alors, ai-je dit, la voix tremblant légèrement. Que dis-tu? Nous exerçons notre pouvoir discrétionnaire en tant qu'exécuteurs, a dit Thomas, sa voix se durcissant. Nous réallouons l'héritage. Ta part, la portion que grand-mère te destinait, sera transférée à Chloé. Cela remboursera ses dettes et terminera sa maison. C'est la seule chose morale à faire. Nous savions que tu comprendrais. Ils m'ont regardé, dans l'attente, se croyant dans leur bon droit, attendant que je hoche la tête, que je souris, que je joue le rôle de la belle-fille sans enfant qui n'existe que pour soutenir la vraie famille. J'ai regardé Chloé. Elle ne faisait même pas semblant d'être reconnaissante. Elle avait l'air triomphante. C'est pour les enfants, Jess, a dit Chloé, en prenant un graissin. Tu ne peux pas être égoïste quand il s'agit des enfants. La douleur dans ma tête a culminé, d'un blanc aveuglant pendant une seconde. Mais alors qu'elle s'estompait, autre chose l'a remplacée. Une clarté froide et cristalline. Il ne me le demandait pas. Il me l'ordonnait. Il me volait une somme d'argent capable de changer une vie. L'argent que grand-mère m'avait spécifiquement promis lors de nos longs dimanches après-midi passés ensemble, et il déguisait cela en charité. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une excision chirurgicale et précise de ma place dans cette famille. Pendant un long moment, je n'ai pas parlé. Je ne le pouvais pas. L'air dans le restaurant semblait rare, comme si l'oxygène avait été aspiré par leur audace. J'ai regardé la corbeille à pain. J'ai regardé la bougie vacillante au centre de la table. J'ai regardé une goutte de cire couler sur le côté et durcir. Jessica, a insisté Martha, sa voix prenant ce ton pleurnichard qu'elle utilisait quand elle voulait accélérer les choses. S'il te plaît, ne fais pas de scène. C'est déjà fait. Les documents sont chez le notaire de la famille. Nous voulions juste te le dire face à face pour qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, c'est fait, ai-je demandé, la voix étonnamment stable. Vous avez déjà donné l'instruction à l'avocat de transférer ma portion de la fiducie à Chloé. Ce n'était pas une fiducie, Jessica m'a corrigé Thomas rapidement, trop rapidement. C'était une dispersion générale de succession. Grand-mère m'a tout laissé pour que je le distribue comme je le jugeais bon, à son fils bien-aimé Thomas pour prendre soin de la famille. C'est le langage standard. Je prends soin de la famille, la partie de la famille qui en a besoin. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la faiblesse dans la ligne de sa mâchoire, la façon dont ses yeux fuyaient vers la gauche. Il mentait. Pas à propos de l'argent allant à Chloé. Il avait pleinement l'intention de faire cela, mais à propos du mécanisme. Mon silence les mettait mal à l'aise. Chloé a bougé sur son siège. Mon Dieu, ne sois pas si dramatique. Tu gagnes beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que tu t'en soucies? À quoi allais-tu le dépenser? Des vacances chères. Un autre chat. Il ne s'agit pas de l'argent, Chloé, ai-je dit doucement. Alors de quoi s'agit-il, a rétorqué Thomas. J'ai pris une grande inspiration, refoulant l'envie de renverser la table, de crier, d'énumérer chaque fois que je les avais tirés d'affaire, chaque fois que j'avais été le chauffeur désigné, la babysitter gratuite, l'animal de soutien émotionnel. J'ai tout refoulé jusqu'à n'être plus que de glace. J'ai juste une question, ai-je dit. Thomas a levé les yeux au ciel. Vas-y. J'ai plongé mon regard dans celui de mon père. Je n'ai pas scié. Est-ce que grand-mère le savait? La réaction fut instantanée. Martha a tressailli comme si je l'avais giflé. Chloé a froncé les sourcils, l'air confuse. Mais Thomas? Thomas a pâli. La couleur a quitté son visage si vite que cela ressemblait à une chute de tension. Il a pris son verre d'eau et sa main tremblait tellement que l'eau a débordé du bord sur la nappe blanche. Cela n'est pas pertinent, a bégayé Thomas. Grand-mère n'est plus là. Jessica, je suis le chef de cette famille maintenant. Le savait-elle, ai-je répété, plus lentement cette fois, que tu prévoyais d'ignorer ses souhaits spécifiques concernant la distribution de ses biens.
Lui as-tu dit quand elle était allongée sur ce lit d'hôpital que tu allais m'exclure? Je ne t'ai pas exclu, a sifflé Thomas en se penchant en avant, sa voix devenant un murmure venimeux. C'est vrai, ai-je admis. Mais elle savait aussi qui lui rendait visite. Elle savait qui gérait ses rendez-vous médicaux. Et elle savait qui lui demandait de l'argent chaque mois pendant les 10 dernières années et qui ne demandait jamais un centime. Tu penses que tu es meilleur que nous, a craché Chloé, le visage rouge de colère. Juste parce que tu as une carrière. Tu es froide, Jessica. C'est pour cela que tu es seule. Grand-mère le savait aussi. Cela suffit, a dit Thomas en abattant de nouveau sa main. Les gens aux tables voisines se sont retournés pour regarder. Ils s'en moquaient. Il était déstabilisé. La décision est finale. Le transfert a lieu demain matin. Si tu essaies de contester cela, Jessica, si tu essaies de traîner cette famille devant les tribunaux et de gaspiller de l'argent en avocat, je m'assurerai que tu sois aliéné de chaque personne de ce clan. Est-ce que tu me comprends? J'ai regardé mon père, un homme qui m'avait élevé, un homme que j'avais autrefois admiré. J'ai vu une brute. Une brute qui était terrifiée parce qu'il savait qu'il marchait sur une glace fine, même s'il ne savait pas encore exactement pourquoi. Je comprends parfaitement, papa, ai-je dit. J'ai pris mon sac à main. Je ne reste pas pour le dîner. Joyeux anniversaire à moi. Si tu passes cette porte, a crié Martha, sa voix tremblante de larmes manipulatrices. Ne t'attends pas à ce que nous t'appelions. Je n'attends plus rien de vous, ai-je dit. Je suis sorti du restaurant, l'air frais de la nuit frappant mon visage. Mon mal de tête avait disparu. À sa place se trouvait une adrénaline vive et vibrante. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai sorti mon téléphone. Thomas pensait qu'il avait gagné. Il pensait que ses tactiques d'intimidation avaient fonctionné parce que je n'avais pas crié ni jeté de vin à son visage. Il pensait que le langage standard du testament était son bouclier. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Grand-mère ne faisait pas seulement confiance à Thomas. En fait, vers la fin, elle ne lui faisait plus confiance du tout. Pour comprendre pourquoi le visage de mon père a pâli, il faut comprendre ma grand-mère, Béatrice. C'était une femme d'acier et de soie. Elle avait bâti un petit empire immobilier dans les années 70, à l'époque où les hommes refusaient même de lui serrer la main lors des réunions. Elle était perspicace, observatrice, et elle ne tolérait pas les imbéciles. En grandissant, j'étais la seule qui semblait la comprendre. Chloé était le bébé, la mignonne qui faisait des spectacles pour obtenir des friandises. Moi, j'étais la fille silencieuse qui s'asseyait dans son bureau et organisait ses dossiers parce que j'aimais cet ordre. En vieillissant, la dynamique s'est calcifiée. Chloé et mes parents voyaient grand-mère comme un coffre-fort. Je la voyais comme une personne. Durant les 5 dernières années de sa vie, alors que sa santé déclinait, Thomas est devenu obsédé par la préservation de la succession. Il parlait constamment de patrimoine et de garder les actifs dans la famille. Mais je savais ce que cela signifiait. Thomas avait un passif d'entreprise commerciale ratée, un restaurant qui avait fermé en 6 mois, une start-up technologique qui était essentiellement un système pyramidal. Il gérait mal l'argent. Il aimait l'apparence de la richesse, mais il n'avait pas la discipline pour la maintenir. Et puis il y avait Chloé. Ma sœur n'était pas diabolique, mais c'était un puissant fond de besoin. Elle avait épousé un homme tout comme notre père, le charme primant sur le fond, et ils vivaient perpétuellement au-dessus de leurs moyens. L'extension dont elle avait parlé au dîner, c'était une véranda avec des planchers chauffants qu'il ne pouvait pas s'offrir, qui était restée à moitié terminée pendant 2 ans parce qu'il n'avait plus d'argent. Grand-mère voyait tout cela. 6 mois avant sa mort, j'étais assise à son chevet. Il n'y avait que nous deux. La chimiothérapie l'avait rendu fragile, mais ses yeux étaient toujours aussi brillants. Ils attendent que je meure, Jessica, avait-elle murmuré, la voix rauque. Ton père compte déjà les hectares. Ne dis pas cela, grand-mère, l'avais-je apaisé en ajustant sa couverture. C'est la vérité, avait-elle rétorqué doucement. Il pense qu'il va tout obtenir. Il pense que parce qu'il est mon fils, il en a le droit, et il pense qu'il peut te forcer à renoncer à ta part parce que tu es trop poli. Elle a serré ma main avec une force surprenante. Ne sois pas poli, Jessica. Promets-le-moi. Quand le moment viendra, ne sois pas poli. Sois intelligente. Je lui avais promis,
sans comprendre totalement ce qu'elle voulait dire à l'époque. Maintenant, assise dans ma voiture devant le bistrot, je comprenais. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom. Monsieur Henderson. Monsieur Henderson n'était pas le notaire de la famille. Mon père utilisait un avocat de centre commercial qui facturait des forfaits et faisait tout ce que Thomas lui disait. Monsieur Henderson était l'avocat personnel de grand-mère. C'était un homme ancien et terrifiant en costume 3 pièces, qui coûtait 400 € de l'heure et avait l'air de manger des requins au petit déjeuner. Thomas le détestait. Thomas pensait que grand-mère avait renvoyé Monsieur Henderson il y a des années pour économiser de l'argent. Ce n'était pas le cas. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il était 20h30. Je m'attendais à tomber sur une messagerie vocale. Au lieu de cela, la ligne s'est ouverte à la deuxième sonnerie. Jessica. Sa voix était grave et calme. Je suppose que le dîner ne s'est pas bien passé. Il déplace l'argent, Arthur, ai-je dit, fixant l'entrée du restaurant où ma famille commandait probablement du vin cher à crédit, célébrant leur victoire. Thomas me l'a dit ce soir. Il prétend qu'il a le pouvoir discrétionnaire en tant qu'exécuteur de réallouer ma part à Chloé. Il dit que le transfert aura lieu demain matin. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis un petit rire sec et sombre qui ressemblait à du papier que l'on déchire. Pouvoir discrétionnaire de l'exécuteur, a répété Monsieur Henderson, savourant les mots avec moquerie. Thomas a toujours eu un sens surdimensionné de sa propre autorité. Il opère en partant du principe que le testament est le document directeur principal. L'est-il, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Oui, pour sa part, a dit Monsieur Henderson, mais votre grand-mère et moi avons mis en place une structure séparée pour vous, Jessica. Spécifiquement pour le contourner. Il ne sait pas que cela existe parce que nous n'avons pas déposé l'acte auprès de son avocat. Nous l'avons gardé privé jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Il dit qu'il va à la banque demain, ai-je dit. Laissez-le y aller, a dit Monsieur Henderson. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ce n'était pas juste une défense. C'était une embuscade. Que dois-je faire, ai-je demandé. Rien, a dit Monsieur Henderson. Rentrez chez vous, prenez un thé, éteignez votre téléphone. Demain, le monde change pour Thomas. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé le restaurant une dernière fois. À travers la fenêtre, je pouvais les voir. Chloé riait, la tête rejetée en arrière. Thomas versait du vin, l'air suffisant, le seigneur du manoir. Il n'avait absolument aucune idée que le sol sous eux avait déjà cessé d'exister. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant l'horloge numérique sur ma table de chevet égrener les heures. 2h du matin. 3h30 du matin. 4h45 du matin. Le silence dans ma maison, la maison vide dont Chloé s'était moquée, semblait différent cette nuit. Il ne semblait pas solitaire. Il ressemblait à une forteresse. À 7h du matin, j'étais habillé. J'ai fait du café, mais je ne pouvais pas le boire. Je vibrais d'un mélange de terreur et d'anticipation. C'était la sensation de se tenir sur un grand plongeoir, sachant qu'on s'est déjà trop penché en avant pour arrêter la chute. À 8h05 du matin, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas mon père. C'était Monsieur Henderson. Bonjour, Jessica. Sa voix était nette, perçant le brouillard matinal dans mon cerveau. Le coursier a livré l'injonction au service juridique de la banque et une copie a été signifiée à l'avocat de votre père. Les avoirs sont gelés. Est-ce que cela a fonctionné, ai-je demandé en m'agrippant au comptoir. Cela a parfaitement fonctionné, a-t-il dit. Le directeur de la banque de l'agence principale a été alerté. Lorsque Thomas tentera d'autoriser le transfert, le système signalera le compte comme étant sous litige. Il ne pourra pas déplacer un centime. Ni vers Chloé, ni certainement vers lui-même. Que fais-je maintenant? Maintenant, vous venez à mon bureau, a dit Monsieur Henderson. Il y a quelque chose que vous devez voir. Lors de la préparation de l'injonction, j'ai demandé à mon expert comptable de jeter un regard préliminaire sur l'activité de la succession au cours des 6 derniers mois. La période où Thomas détenait une procuration pendant que votre grand-mère était en soins palliatifs. Nous avons trouvé des irrégularités. Le trajet jusqu'au bureau de Monsieur Henderson a pris 40 minutes, mais je ne m'en souviens pas du tout.
Mon esprit tournait à toute vitesse. Irrégularité. C'était un mot d'avocat poli pour dire vol. Le bureau de Monsieur Henderson se trouvait dans un vieux bâtiment en grès brun du centre-ville, le genre avec de lourdes portes en chêne et une odeur de poussière et de cuir cher. Quand je suis arrivé, il était assis derrière un bureau qui semblait peser plus lourd que ma voiture. Il n'a pas souri. Il a fait un geste vers une chaise en cuir et a fait glisser un épais dossier à travers la surface en acajou. « Ouvrez-le » a-t-il ordonné. J'ai ouvert la couverture. C'était un tableur dense avec des chiffres, des dates et des codes de transaction. « Qu'est-ce que je regarde » ai-je demandé. Ceci, il a pointé un doigt manucuré vers une colonne surlignée, et le compte principal des actifs liquides. L'argent que votre grand-mère destinait à être partagé entre vous, Chloé, et le fonds d'entretien pour la propriété. Quand Béatrice est entrée en soins palliatifs, le solde était d'un peu moins de 2 billions d'euros. Il a tourné la page. Ceci est le solde à la date d'hier. J'ai regardé le chiffre, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. 450 000 euros, ai-je murmuré. Où est passé le reste? C'est la question, a dit Monsieur Henderson d'un ton sinistre. Thomas a tiré sur le compte à un rythme de 50 000 euros par semaine pour des frais administratifs et des frais de consultation payés à une société écran enregistrée dans le Delaware. Il a vidé la succession avant même qu'elle n'arrive à l'homologation. Je me suis senti malade, physiquement malade. Il ne prenait pas ma part pour la donner à Chloé parce qu'elle en avait besoin. J'ai réalisé, l'horreur m'envahissant. Il prenait ma part parce qu'il n'y avait plus assez d'argent pour nous payer toutes les deux. Précisément, a hoché Monsieur Henderson. Il avait besoin de votre portion pour couvrir le trou qu'il a creusé. S'il vous payait votre part légitime, le compte serait à découvert et son détournement de fonds serait immédiatement exposé. En vous culpabilisant pour que vous fassiez don de votre part à Chloé, il pourrait donner à Chloé les restes, passer pour un héros et cacher le fait qu'il a volé plus d'1 million d'euros. Je me suis adossé, la pièce tournoyant légèrement. Ce n'était pas juste du favoritisme. Ce n'était pas juste papa qui faisait le tyran. C'était un crime, une trahison massive et calculée. Il m'avait regardé dans les yeux au dîner, m'avait fait la leçon sur la moralité et le devoir familial, tout en cachant le fait qu'il avait pillé l'héritage de sa propre mère alors qu'elle mourait dans un lit d'hôpital. Nous le tenons, Jessica, a dit Monsieur Henderson doucement. Ce n'est pas seulement un motif de renvoi en tant qu'exécuteur. C'est une peine de prison. Mon téléphone a commencé à sonner alors que j'étais encore dans le bureau de Monsieur Henderson. L'écran s'est illuminé avec papa. J'ai regardé Monsieur Henderson. Il a hoché la tête. Répondez. Mettez-le sur haut-parleur. N'acceptez rien. Contentez-vous d'écouter. J'ai pris une grande inspiration, mon pouce planant au-dessus du bouton vert. J'ai appuyé. Jessica. La voix de Thomas a explosé du haut-parleur si fort qu'elle en était déformée. Il n'était pas seulement en colère. Il était hystérique. Je pouvais entendre du bruit de fond, de la circulation, des klaxons. Il conduisait. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as foutu? » « Je ne sais pas de quoi tu parles, papa, ai-je dit, ma voix tremblant toujours malgré tous mes efforts. « Ne joue pas à l'idiote avec moi, a-t-il hurlé. Je suis à la banque. Ils m'ont dit que les comptes sont gelés. Ils ont dit qu'il y avait une ordonnance du tribunal. Le directeur, ce petit avorton, il a menacé d'appeler la sécurité si je ne baissais pas la voix. Il a dit que je faisais l'objet d'une enquête pour manquement à l'obligation fiduciaire. C'est le cas, ai-je dit. Il y a eu un silence à l'autre bout, lourd et terrifiant. Puis sa voix est tombée dans un grognement sourd et dangereux. Petite peste ingrate. Tu es allé voir un avocat après tout ce que nous avons fait pour toi. Je suis allé voir l'avocat de grand-mère, les jeux corrigés. Monsieur Henderson. Henderson? Thomas a poussé un rire maniaque et saccadé. Ce vieux cadavre, il n'a aucune autorité. Je l'ai renvoyé. Grand-mère l'a engagé, ai-je dit, puisant de la force dans le dossier posé devant moi. Elle a créé une fiducie séparée, papa. La fiducie d'héritage Béatrice V. Miller. Elle a déplacé mon héritage dedans il y a 2 ans. Tu ne le contrôles pas. Tu ne l'as jamais fait. Et parce que tu as essayé d'y accéder ce matin en utilisant une procuration générale, tu as déclenché un audit de conformité.
Tu m'as piégé, a-t-il bafouillé. Je t'ai posé une question, ai-je dit. Annule cela, a-t-il exigé. Appelle Henderson tout de suite et dis-lui que c'était une erreur. Dis-lui de lever le gel. Si tu ne le fais pas, Jessica, je jure devant Dieu que je vais venir là-bas et quoi, les jeux coupés. Me frapper comme tu frappais le mur quand tu perdais de l'argent sur ces actions, ou vas-tu me hurler dessus jusqu'à ce que j'abandonne? Je viens chez toi, a-t-il dit. Nous allons régler cela. Toi, moi et ta mère. Tu vas signer une renonciation. Ne viens pas chez moi, ai-je dit. Je n'y suis pas. Où es-tu? Je regarde le grand livre de comptes, papa, ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. Je regarde les retraits, 50 000 € par semaine, frais de consultation. Qui est TVM Holdings, papa? La ligne a été coupée. Monsieur Henderson m'a regardé avec une rare expression d'approbation. Bien géré. Mais il ne s'arrêtera pas. Un homme comme Thomas, lorsqu'il est acculé, ne se rend pas. Il attaque. Il a dit qu'il venait chez moi, ai-je dit. Il le fera, a approuvé Monsieur Henderson. Et il amènera le reste de la famille. Il a besoin d'alliés pour vous intimider. Il doit transformer cela en une dispute émotionnelle parce qu'il a perdu l'argument juridique. Je dois rentrer chez moi, ai-je dit en me levant. Je dois protéger mon espace. Je ne peux pas les laisser m'intimider. Prenez le dossier, a dit Monsieur Henderson en le poussant vers moi. Faites des copies. Ne perdez pas de vue cet original. Et Jessica, si vous ne vous sentez pas en sécurité, appelez la police. Il est votre père, mais en ce moment, c'est un homme désespéré face à une inculpation. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec le dossier sur le siège passager comme un fusil chargé. Quand je me suis garé dans mon allée, j'ai vu que j'arrivais déjà trop tard. Le véhicule utilitaire de mes parents était garé de travers sur le trottoir, bloquant ma boîte aux lettres, et juste derrière se trouvait la fourgonnette de Chloé. Il se tenait sur mon porche, Thomas, Martha et Chloé. Thomas faisait les 100 pas, le visage d'un rouge tacheté. Martha pleurait, serrant un mouchoir en papier. Chloé avait l'air furieuse, les bras croisés sur la poitrine. Il ressemblait à une foule de lynchage en tenue décontractée de banlieue. J'ai garé la voiture dans le garage et j'ai fermé la porte avant de sortir. Je voulais une barrière. J'ai franchi la porte intérieure pour entrer dans ma cuisine, vérifiant les serrures. Bam, bam, bam. Thomas tambourinait sur la porte d'entrée. Ouvre cette porte, Jessica, a-t-il hurlé. Je sais que tu es là-dedans. J'ai marché jusqu'au couloir d'entrée. À travers le verre dépoli, je pouvais voir sa silhouette déformée. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé à travers le bois. Va-t'en, papa. Jessica, s'il te plaît. C'était maman cette fois. Sa voix était aiguë et faible. S'il te plaît, chérie. Laisse-nous juste entrer. Nous voulons juste parler. Ton père est tellement bouleversé. Il a des douleurs à la poitrine. Tu es en train de le tuer. Il n'a pas de douleur à la poitrine, maman, ai-je dit en appuyant mon front contre la porte froide. Il a une crise de panique parce qu'il s'est fait attraper. Attraper à faire quoi, a crié Chloé. À essayer de m'aider. Tu es une telle sorcière jalouse, Jess. Tu ne supportes pas que j'ai une famille et toi non. Tu préférerais brûler l'argent plutôt que de voir mes enfants avoir une belle vie. Il ne s'agit pas des enfants, Chloé, ai-je crié en retour, mon contrôle m'échappant finalement. Il s'agit du fait qu'il n'y a pas d'argent. Silence. Un silence absolu sur le porche. Qu'est-ce que tu as dit, a demandé Chloé, sa voix étouffée mais distincte. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte juste d'une fente, en gardant la chaîne de sécurité. J'ai regardé par l'entrebâillement. Chloé me fixait, confuse. Thomas avait l'air de vouloir défoncer la porte. Demande-lui, ai-je dit en pointant un doigt tremblant vers Thomas. Demande à papa où sont passés les 2 billions €. Demande-lui pourquoi il ne reste que 400 000 € sur le compte. Demande-lui pour les frais de consultation. Elle ment, a hurlé Thomas en se jetant sur la porte. La chaîne a cliqueté violemment alors que le bois gémissait sous son poids. C'est une menteuse. Elle essaie de détruire cette famille.
J'ai claqué la porte et j'ai de nouveau verrouillé le pen dormant. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. J'appelle la police si vous ne partez pas, ai-je crié. Tu n'oserais pas, a grogné Thomas. Mets-moi à l'épreuve, ai-je dit. J'ai le grand livre de comptes, papa. J'ai tout. Ils ne sont pas partis immédiatement. Ils sont restés sur mon porche pendant encore 20 minutes. Thomas alternait entre menaces et supplications. Martha sanglotait bruyamment, se lamentant sur la façon dont je détruisais l'héritage familial. Chloé est juste restée là, silencieuse. Finalement, les voisins ont commencé à sortir sur leur pelouse. L'humiliation d'une scène publique était la seule chose qui pouvait percer la rage de Thomas. Il les a fait monter dans les voitures et ils sont partis en trombe, mais pas avant qu'il n'ait renversé ma fougère en pot. J'ai attendu qu'ils soient partis. Ensuite, je me suis effondré sur le sol de mon couloir. Je suis resté là un long moment, à simplement respirer. Mais la paix n'a pas duré. Dès le soir, l'assaut numérique a commencé. Mon téléphone a explosé de textos, pas seulement d'eux, mais de la famille élargie. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des tantes qui vivaient en Floride. Tante Sarah, j'ai entendu ce que tu as fait à ton père. Je laissais compte. Comment peux-tu être si cruel? Il a tout fourni pour toi. Cousin Mike, juste vraiment pour suivre ton propre père. C'est bas. Thomas était en train de manipuler le récit. Il disait à tout le monde que j'étais une fille cupide et vindicative qui poursuivait la succession parce que j'étais jalouse de Chloé. Il omettait la partie sur le vol. Il comptait sur le fait que les affaires de famille restent généralement privées et que je serais trop embarrassé pour dire la vérité. Il avait tort. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai étalé les documents que M. Henderson m'avait donnés. J'avais besoin de comprendre la situation dans son ensemble. J'avais besoin de savoir exactement où l'argent était passé parce que c'était la clé pour briser son emprise sur maman et Chloé. J'ai passé les 4 heures suivantes à croiser les frais de consultation avec les registres publics. Monsieur Henderson avait fait le plus gros du travail, mais j'ai trouvé les détails. TVM Holdings, la société écran qui recevait l'argent, était enregistrée à une adresse dans un parc industriel miteux. Une recherche rapide sur Google de l'adresse a révélé que c'était un bureau virtuel, mais les signataires. J'ai trouvé un document numérisé dans le dossier que Monsieur Henderson m'avait donné. Le signataire de TVM Holdings n'était pas Thomas. C'était un homme nommé Marcus Vin. J'ai cherché le nom. Marcus Vin était un gourou de l'investissement local qui avait fait l'objet de 2 enquêtes pour des structures de type chaîne de Ponzi impliquant des crypto-monnaies et des obligations immobilières à haut rendement. Thomas n'avait pas seulement dépensé l'argent, il l'avait parié. Il avait jeté l'héritage de grand-mère dans une arnaque, espérant le doubler et passer pour un génie. Et quand les rendements ne sont pas venus, il a commencé à cannibaliser le capital pour cacher les pertes. Et puis j'ai trouvé la preuve irréfutable. Enfoui dans les journaux de transactions se trouvait un transfert datant d'il y a 3 mois, 40 000 €. La ligne de mémo disait « Chloé à compte entrepreneur ». J'ai froncé les sourcils. Chloé avait dit que l'extension était bloquée depuis 2 ans. Si papa lui avait donné 40 000 € il y a 3 mois, les travaux devraient être terminés. J'ai ouvert le fil de discussion avec Chloé. J'ai hésité, puis j'ai tapé. Moi, Chloé, est-ce que papa t'a donné 40 000 en octobre pour l'entrepreneur? Elle a répondu instantanément. Elle devait être en train de fixer son téléphone. Chloé, va au diable, Jessica. Moi, je suis sérieuse. Le grand livre indique un transfert de 40 000 sur ton compte le 12 octobre. L'as-tu eu? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Chloé, non. Il m'a dit que la succession était bloquée par l'homologation et qu'il ne pouvait débloquer aucun fonds avant l'année prochaine. C'est pour cela qu'il a dit que nous avions besoin de ta part. Il a dit que ta part était liquide, mais que le reste était coincé dans des actifs. J'ai fixé l'écran. Le mensonge avait tellement de couches que c'en était vertigineux. Thomas avait transféré l'argent hors de la succession, l'avait étiqueté Chloé, mais l'avait redirigé vers lui-même ou ses dettes. Il avait utilisé le nom de Chloé pour blanchir le vol. Moi, il l'a volé, Chloé. Il a marqué qu'il te l'avait envoyé, mais il l'a gardé. C'est pour cela qu'il a besoin de ma part. Il a besoin de combler le trou avant que les auditeurs ne le voient. Il se sert de toi. Chloé, menteuse.
Moi, pièce jointe. Photo du grand livre de la banque soulignant la transaction. Moi, appelle la banque. Demande-leur si un transfert a été initié vers toi le 12 octobre. Ou mieux encore, demande à papa pourquoi l'image du chèque associé à ce transfert a été endossée par lui, pas par toi. Il n'y a pas eu de réponse. Je me suis adossé. J'avais planté la graine. Chloé se croyait tout permis, oui, elle était gâtée, mais elle était aussi désespérée pour de l'argent. Et rien ne fait se retourner une personne plus vite que de réaliser que l'argent qu'on lui avait promis a déjà été volé par la personne qui le promettait. Le lendemain matin, l'escalade a atteint son paroxysme. J'ai reçu une enveloppe de coursier à ma porte. Elle ne venait pas de Thomas. C'était une lettre de mise en demeure de l'avocat de Thomas, le type du centre commercial. Elle m'accusait de maltraitance envers les personnes âgées, affirmant que j'avais contraint grand-mère à signer les documents de la fiducie alors qu'elle était mentalement incompétente. Il menaçait d'invalider l'intégralité de la fiducie. C'était une tactique désespérée, de la terre brûlée. En prétendant que grand-mère était incompétente, Thomas était prêt à traîner sa mémoire dans la boue, prétendant qu'elle était sénile et manipulée juste pour mettre la main sur l'argent. J'ai appelé M. Henderson. Il a déposé une motion pour contester la validité de la fiducie, a dit M. Henderson, ayant l'air plus ennuyé qu'inquiet. Il prétend que Béatrice n'avait pas la capacité. Il ment, ai-je dit, furieuse. Elle était vive comme l'éclair jusqu'à la fin. Nous le savons, et nous avons la vidéo, a dit M. Henderson. Vidéo? Procédure standard pour les changements de succession de grande valeur impliquant des clients âgés, a dit M. Henderson. J'ai filmé la signature. Béatrice regarde l'objectif, énonce la date, énonce son intention et dit spécifiquement « Je fais cela pour protéger mes actifs de mon fils Thomas, qui n'a pas le sens des affaires. » C'est admissible au tribunal. C'est irréfutable. Quand pouvons-nous l'utiliser? Demain, a dit M. Henderson. Thomas a convoqué une réunion de famille d'urgence chez votre tante Sarah pour régler cela par la médiation avant qu'il ne procède avec le procès. Il pense qu'il peut vous faire honte pour que vous acceptiez un accord devant la famille élargie. Il pense que la menace du procès est son atout. Il veut une confrontation publique, ai-je demandé. Il veut une capitulation publique, a corrigé M. Henderson. Mais si vous apportez les preuves, si vous apportez le grand livre et la vidéo, vous pouvez lui offrir une exécution publique. J'ai senti une froide détermination m'envahir. Thomas voulait faire cela devant tout le monde. Il voulait me dépeindre comme la méchante devant les tantes et les cousins. Très bien, j'y serai, ai-je dit. La maison de tante Sarah était le terrain neutre traditionnel de notre famille, une vaste maison de banlieue remplie de meubles rembourrés et de photos de petits-enfants souriants. Mais quand je suis entré ce samedi après-midi, cela ressemblait moins à une maison et plus à un tribunal. Le salon était bondé. Mes parents étaient là, bien sûr. Thomas était assis au centre du canapé d'angle beige comme un roi sur un trône, flanqué d'une Martha en pleurs. Chloé était assise sur le bord du foyer de la cheminée, l'air pâle et se rongeant un ongle. Mais la pièce était aussi remplie par le jury. Tante Sarah, oncle Mike, deux de mes cousins plus âgés, et même grand-tante Miller. Thomas avait rallié les troupes. Quand je suis entré, la conversation s'est éteinte instantanément. Le silence était épais, lourd de jugement. « Tu es venu » a dit Thomas, sa voix dégoulinante d'une fausse tristesse. Il ne s'est pas levé. « Je suis content, Jessica. Peut-être que nous pourrons enfin laisser cette vilaine affaire derrière nous. »« Prends un siège, Jess » a dit tante Sarah, désignant une chaise en bois dur placée au centre de la pièce, face au canapé. Cela ressemblait curieusement à un endroit d'interrogatoire. « Je vais rester debout » ai-je dit, serrant mon sac. À l'intérieur se trouvait mon ordinateur portable et le dossier. « Jessica » a commencé Thomas en mettant ses lunettes et en regardant par-dessus vers la famille assemblée. « Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons, mais nous sommes profondément inquiets. Ton comportement au cours des derniers jours, geler les comptes de la famille, menacer ton propre père de poursuites judiciaires. Cela suggère une rupture mentale. Nous pensons que le stress de ton travail et ton isolement t'ont atteinte. »« Je ne suis pas isolé, papa, ai-je dit calmement. »« Tu attaques ta famille, » est intervenu oncle Mike depuis le coin. « Ton père essaie de gérer la succession de Béatrice pour le bénéfice de tous, et tu agis comme s'il était un criminel.
Tu dois abandonner ce procès, Jess. C'est embarrassant. Il est un criminel, ai-je dit, ma voix tranchant à travers la pièce. Des hoquets de surprise ont parcouru la pièce. Martha a poussé un nouveau gémissement. Oh, arrête ça. Arrête ça. Comment peux-tu dire cela? Thomas s'est levé, le visage s'assombrissant. Grand-mère n'était pas sénile, ai-je dit. Et elle ne t'a pas exclu parce que je le lui ai demandé. Elle t'a exclu parce qu'elle savait exactement qui tu es. Elle ne savait pas ce qu'elle signait, a crié Thomas, perdant son calme. Elle prenait des médicaments. Elle ne pouvait même pas se rappeler du jour de la semaine. Vraiment, ai-je demandé. Je me suis dirigé vers le grand téléviseur à écran plat monté au-dessus de la cheminée. Chloé s'est éloignée de moi, l'air effrayé. J'ai retiré le câble HDMI de l'arrière du boîtier de réception et je l'ai branché sur mon ordinateur portable. « Que fais-tu » a demandé tante Sarah. « Je vous montre la vérité » ai-je dit. J'ai appuyé sur la barre d'espace. L'écran s'est animé. Le son était net. C'était un enregistrement vidéo de grand-mère Béatrice assise dans son fauteuil préféré dans la chambre de soins palliatifs. Elle avait l'air fragile, oui, mais ses yeux étaient vifs, fixant directement l'objectif. À côté d'elle, tenant un journal avec la date visible, se trouvait Monsieur Henderson. « Énoncez votre nom et votre intention » a dit la voix de Monsieur Henderson hors champ. Béatrice Victoria Miller, la voix de grand-mère a rempli la pièce. Elle était forte, dépourvue de la confusion dont Thomas prétendait qu'elle souffrait. Je suis saine d'esprit. Je crée la fiducie d'héritage pour ma petite fille, Jessica. Dans le salon, Thomas s'est raidi. Éteins ça, a-t-il lancé. C'est privé. Laisse-la la lire, a dit oncle Mike, sa voix plus basse maintenant. Il se penchait en avant. Sur l'écran, grand-mère a continué, je fais cela séparément du testament principal parce que je ne fais pas confiance à mon fils Thomas avec des actifs liquides. Au cours des 20 dernières années, je l'ai tiré de 6 entreprises commerciales ratées. Il n'a aucun respect pour l'argent, seulement pour le statut qu'il achète. Martha a halté. Thomas avait l'air de faire une attaque. Elle lit un script? Jessica a écrit cela pour elle. Mais la vidéo a continué. Grand-mère s'est penchée plus près de la caméra. Thomas, a-t-elle dit, s'adressant directement à l'objectif. Dans le salon, la tête de Chloé s'est relevée brusquement. Sur l'écran, grand-mère a soupiré, je voulais laisser de l'argent à Chloé, mais je sais que si je le lui laisse directement, Thomas la dissuadera de le garder ou son mari le dépensera dans des bêtises. Donc, je laisse une instruction stricte. Si Thomas tente d'accéder à la succession principale avant que l'homologation ne soit terminée, il doit être renvoyé de son rôle d'exécuteur immédiatement. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le silence dans le salon de tante Sarah était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Thomas tremblait. Il a regardé autour de la pièce, voyant le doute dans les yeux de ses frères et sœurs. Elle était confuse. Elle ne pensait pas cela. Elle m'a semblé très claire, Tom, a marmonné oncle Mike. Il y a encore une chose, ai-je dit. J'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai ouvert. J'ai sorti la copie agrandie du grand livre de la banque et l'image du chèque. J'ai marché vers Chloé. Chloé, ai-je dit doucement. Regarde cela. Je ne veux pas, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur son visage. Regarde-le, ai-je ordonné gentiment. Elle a regardé. J'ai pointé l'entrée. 12 octobre, 40 000 € retirés. Mémo, Chloé, entrepreneur. Papa t'a dit qu'il ne pouvait pas te donner d'argent parce que la succession était gelée, ai-je dit. Mais il a retiré 40 000 en ton nom il y a 3 mois. Il l'a encaissé. Tu vois la signature au dos du chèque? Ce n'est pas ta signature. C'est papa. Chloé a fixé le papier. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a levé les yeux vers Thomas. Tu m'as dit que le tribunal l'avait, a dit Chloé, sa voix se brisant. J'ai dû contracter un prêt sur salaire pour réparer la chaudière. Papa, j'ai dû vendre ma bague de fiançailles. Et tu avais 40 000 €. C'est compliqué, a crié Thomas, transpirant abondamment maintenant. Je l'investissais.
J'allais le transformer en 80 000 pour toi. C'était une valeur sûre. TVM Holdings allait payer le mois prochain. TVM Holdings est une chaîne de Ponzi, papa, ai-je dit, portant le coup final. J'ai fait des recherches. L'argent a disparu. La totalité. Les 2 billions € du compte principal. Disparu. Les 40 000 pour Chloé. Disparu. Tu as joué tout l'héritage de grand-mère et tu l'as perdu. L'air a quitté la pièce. Martha a émis un son qui n'était pas un cri. C'était une plainte de pure dévastation. Elle s'est affaissée contre les coussins, réalisant que son style de vie, sa sécurité, sa maison, tout n'était que de la fumée. Oncle Mike s'est levé lentement. Il a regardé son frère avec un dégoût pur. Tu as dépensé l'argent de mère, la totalité. J'essayais de construire quelque chose, a hurlé Thomas, acculé comme un rat. Je l'ai fait pour cette famille. Vous ne comprenez pas la pression. Je comprends que tu es un voleur, a dit Chloé. Elle s'est levée. Elle a marché vers Thomas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait le serrer dans ses bras. Au lieu de cela, elle l'a giflé. Une gifle dure et retentissante qui a fait écho à travers la maison. Ne parle plus jamais, a-t-elle sifflé, de mes enfants. Tu as volé leur avenir. Thomas m'a regardé. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de haine et de panique. Jessica, s'il te plaît. Tu as la fiducie. Tu as de l'argent. Tu peux arranger cela. Fais juste un chèque. Couvre les pertes. Nous pouvons arranger cela. J'ai regardé l'homme qui avait essayé de voler mon héritage, qui m'avait manipulé, qui avait essayé de retourner toute ma famille contre moi. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une pitié profonde et épuisante. Non, papa, ai-je dit. Je ne peux pas arranger cela, mais monsieur Henderson le peut. La police est en route. Les retombées ont été rapides et brutales. Thomas a été arrêté cet après-midi-là. Monsieur Henderson n'avait pas bluffé à propos de la scène de crime fédéral. Parce que Thomas avait déplacé de l'argent à travers les frontières de l'État vers la société écran, et parce qu'il avait falsifié la signature de Chloé sur des documents bancaires, il faisait face à de multiples chefs d'accusation de fraude électronique et de détournement de fonds. Il a essayé de se battre, bien sûr. Il a engagé un avocat bon marché qui a essayé d'argumenter sur l'intention, mais la trace écrite était indéniable. 3 mois plus tard, il a accepté un accord de plaidoyer pour éviter une peine de 10 ans. Il a écopé de 4 ans dans un établissement à sécurité minimale, plus la restitution. Mais il n'y avait pas d'argent pour la restitution. La maison de mes parents, la maison dans laquelle j'ai grandi, a dû être vendue pour couvrir les dettes qu'il avait accumulées. Martha s'est retrouvée avec presque rien. C'était une tragédie pour elle d'une certaine manière. Elle avait passé 40 ans à le soutenir, à regarder ailleurs, à profiter de l'illusion de la richesse. Maintenant, l'illusion avait disparu. Elle a emménagé dans un petit appartement d'une chambre dans une communauté de retraités. Elle est plus calme maintenant. Elle m'appelle une fois par semaine, et pour la première fois de ma vie, elle me demande comment je vais, et elle écoute réellement la réponse. Je pense qu'elle me respecte enfin, non pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que j'étais la seule assez forte pour l'arrêter, lui et Chloé. La révélation l'a brisée. Elle a réalisé que, bien qu'elle fût l'enfant prodige, elle était aussi la victime principale. Thomas avait utilisé son besoin comme un bouclier pour sa cupidité. Nous nous sommes assises pour prendre un café 2 mois après l'arrestation. Elle avait l'air fatiguée, mais l'énergie frénétique et pleine de droit avait disparu. Elle était devenue humble. « Je suis désolée, Jess », a-t-elle dit en regardant son café au lait. « C'est d'accord, ai-je dit. Il nous a manipulés toutes les deux. Il nous a monté l'une contre l'autre pour que nous ne le regardions pas. Je ne sais pas ce que nous allons faire, a-t-elle admis en essuyant une larme. L'extension est toujours à moitié terminée. Les jumeaux ont besoin d'appareils dentaires. Je sais. Je sais. Je n'ai pas le droit de demander, et je ne demande pas. Je suis juste. J'ai peur. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un document. Ce n'était pas un chèque. C'était un acte de fiducie. Je ne te donne pas d'argent liquide, Chloé, ai-je dit. Parce que si je te donne de l'argent liquide, ton mari le dépensera ou tu l'utiliseras pour boucher des trous au lieu de réparer les fondations.
Elle a hoché la tête, l'air vaincu. Mais j'ai fait glisser le document sur la table. J'ai créé une fiducie pour l'éducation et le logement des enfants. L'argent de grand-mère, ma part, est là-dedans. Cela paiera pour l'achèvement de ta maison directement aux entrepreneurs que j'approuve, et cela paiera pour l'école et les besoins médicaux des enfants directement aux prestataires. Chloé a levé les yeux écarquillés. Papa disait beaucoup de choses, ai-je souri. Je ne déteste pas les enfants, Chloé. Je ne voulais juste pas des miens. Mais j'aimais grand-mère et elle voulait que les arrière-petits-enfants soient en sécurité. C'est ce qu'elle aurait voulu. Chloé a éclaté en sanglots. Elle a tendu le bras à travers la table et a serré ma main. C'était la première fois que nous nous touchions depuis des années sans que ce soit une comédie. Merci, a-t-elle sangloté. Merci. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La maison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. Elle était paisible. Je suis entré dans mon bureau et j'ai regardé la photo encadrée de grand-mère Béatrice sur mon bureau. Elle souriait de ce sourire énigmatique et entendu. Nous l'avons fait, grand-mère, ai-je murmuré. Nous avons été intelligentes et nous n'avons pas été polies. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai regardé le soleil se coucher. J'avais ma vie. J'avais mon intégrité. Et pour la première fois, j'avais une famille qui était bâtie sur la vérité, pas sur des secrets. C'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'aurais pu demander.